Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors, dans notre dernière vidéo, nous avons parlé de l'action française dans les guerres des nationalités au cours des années 1850. Et nous avons vu que grâce à l'intervention notamment de Napoléon III, l'Italie a pu s'unifier et certaines nationalités ont pu triompher dans d'autres points importants de l'Europe. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passe au niveau international au cours des années 1860. Et là, tout va se faire soit, soit sans l'intervention de la France, soit contre la France. En effet, à partir de 1861, au moment où Victor Emmanuel III devient officiellement roi d'Italie, tout va échapper à l'intervention et aux initiatives de Napoléon III. Et même certaines nations vont réussir à se développer contre Napoléon III, qui devient un rival. Nous allons voir ça en trois grands points. Déjà, la diplomatie française va subir donc la diplomatie française va connaître une succession de revers. Alors déjà, le président du Conseil italien, Cavour, annonce officiellement que Rome est destinée à devenir la capitale du royaume d'Italie. Ce qui fâche, bien entendu, le pape, qui tient quand même à son autorité temporelle sur Rome et sur le cœur de l'Italie. Un héritage qui remonte pratiquement au début du Moyen Âge. Cela, j'en reparlerai, si vous voulez, dans une vidéo sur Charlemagne et le début des États pontificaux. Ce n'est pas le sujet pour l'instant. Donc, face à cette tension diplomatique entre le Royaume d'Italie et le Vatican, Napoléon III intente d'intervenir en faveur de l'Italie et demande au pape Pie IX de renoncer à ces États. Ce qui est largement refusé. Le pape condamne les propos de Cavour et tente de défendre ses terres. Napoléon III n'a pas d'autre choix que de changer de position politique. Mais par ses interventions contre le pape, il perd le soutien des catholiques, qui est pourtant la base de son soutien de départ de 1848, 1851, 1852. Il est donc fragilisé. En 1863, les Polonais se soulèvent contre l'occupant russe. L'empereur russe réprime ce soulèvement par la force, malgré les positions françaises, avec la proposition d'un congrès international pour régler ce problème polonais. Donc, encore un échec, et la France est de moins en moins écoutée. Sans compter que la Russie n'a pas de raison particulière d'écouter la France qui a été son ennemi lors de la guerre de Crimée. En Roumanie,
Donc, comme je l'ai dit, l'Italie va s'unifier sans l'intervention de Napoléon III. Celui-ci tient à se désengager de l'Italie, de par ce qu'il a subi comme revers. En 1865, il décide de retirer sous 2 ans les troupes françaises de la garde du pape. Donc, la France se retire de Rome. Et Florence, qui était jusque-là la capitale du royaume d'Italie, devient une capitale régionale comme d'autres. Parce que, par la volonté de Victor Emmanuel III et de son gouvernement, c'est Rome qui devient officiellement la capitale du royaume d'Italie. Les États pontificaux se réduisent à peau de chagrin et en 1870, ils disparaissent. Garibaldi attaque Rome en 1867. Et là, Napoléon III est obligé d'intervenir. Son armée remporte une large victoire à Mentana. Et les Français sont obligés de revenir à Rome. Mais l'Autriche est obligée de céder la Vénétie à l'Italie. En 1870, comme il est obligé d'intervenir en France parce que la Prusse lui a déclaré la guerre, Napoléon III retire ses troupes françaises d'Italie. Les troupes de Victor Emmanuel II en profitent pour prendre Rome, qui devient officiellement la capitale du royaume d'Italie en 1871. Donc, le pape n'a plus aucun pouvoir temporel. Il se retrouve enfermé dans les murs de la basilique Saint-Pierre. Il n'a plus qu'une autorité spirituelle. Celui qui détient la réalité du pouvoir temporel à Rome n'est autre que Victor Emmanuel II, qui règne désormais en maître sur l'Italie tout entière. Ainsi s'achève l'unification d'un pays qui, pendant des siècles, était un gigantesque puzzle, l'Italie. Et un autre pays, également morcelé, va connaître une unification. Pour l'Italie, tout venait du Piémont. En Allemagne, tout va partir d'un royaume qui avait déjà commencé à s'agrandir au détriment de l'Empire romain germanique. C'est la Prusse. Et là, tout dépend de la volonté du chancelier prussien. En effet, la Prusse est en train d'évoluer dans une marche vers un nouvel empire, l'empire allemand. Et c'est le chancelier prussien d'alors qui s'y prête dans ce sens. Il s'appelle Otto von Bismarck. Chancelier du roi de Prusse depuis 1862, il promet la réunification de l'Allemagne. Napoléon III reste neutre à ce sujet. Et dans le cadre de cette réunification de l'Allemagne, les forces prussiennes remportent des victoires sur les Danois et sur l'Empire d'Autriche de François-Joseph Ier, notamment celle de Sadova en 1866. L'année suivante, l'empereur d'Autriche est obligé de répondre aux revendications d'autonomie de la Hongrie. Dans ce sens,
il fait de son empire d'Autriche un, un empire royaume différencié. L'Autriche-Hongrie. François-Joseph devient donc empereur d'Autriche et roi de Hongrie. Sachant que ce nouvel empire est exclu de la Confédération allemande, qui se scinde en deux. L'Autriche-Hongrie, qui jusque-là exerçait une très forte influence sur la Confédération d'Allemagne, exerçait sa place en tant que puissance ancestrale de l'Allemagne depuis le début du règne des Habsbourg. Désormais, il n'exerce plus d'influence sur les régions allemandes du Nord. Deux confédérations apparaissent. La Confédération du Sud, toujours sous l'influence de l'Autriche, et la Confédération d'Allemagne du Nord, directement sous l'influence de la Prusse. Et par ce point fort, Bismarck fait tout le nécessaire pour accroître le pouvoir de son roi. Et une intervention en Espagne va lui donner l'occasion d'avancer ses pions face à l'empire de Napoléon III. En 1868, en effet, suite au renversement de la reine d'Espagne, Isabelle II, la question de l'élection d'un nouveau roi commence à apparaître, avec une période de régence en attendant. Napoléon III s'oppose à ce qu'un membre de la famille du roi de Prusse, les Hohenzollern, monte sur le trône. Il soutient un autre Bourbon, plutôt, celui qui devrait monter sur le trône sous le nom d'Alphonse XIII. Cela va provoquer des tensions et Napoléon III en parle à Otto von Bismarck. Celui-ci travestit les propos de l'empereur dans un communiqué diffamatoire, en provoquant un tollé à travers le monde européen. Et c'est publié en 1869, publié dans tous les journaux du monde. Et c'est grâce à cela que Bismarck va provoquer d'énormes problèmes pour la France, sachant que déjà en France, Napoléon III se retrouve confronté à des oppositions des conservateurs et des républicains qui se font entendre. Il n'est plus en mesure d'apporter les réformes nécessaires pour réorganiser son armée dans le cadre d'une guerre éventuelle contre la Prusse. Et dans cette mesure-là, au début de l'été, Bismarck prend l'empereur de vitesse en déclarant la guerre à la France au courant de l'été. Donc par la suite, en 1870, c'est Amédée de Savoie, le frère de Victor Emmanuel II, qui est élu roi d'Espagne. Juste pour vous donner le contexte. Donc, au courant des mois de juillet et août 1870, du fait d'une armée mal préparée et commandée aussi bien que possible, mais de fait avec une organisation dépassée par rapport à la Prusse qui s'est militarisée et organisée pour réorganiser un empire, Napoléon III subit une succession de défaites directement sur
le sol de son propre empire. Et le 2 septembre 1870, à Sedan, il subit un véritable désastre et il est obligé de capituler face à l'Allemagne prussienne, en présence de Bismarck et de Guillaume Ier. Il se constitue prisonnier. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, 2 jours plus tard, les députés républicains en profitent pour proclamer la déchéance de l'Empire, puis la République. La guerre continue en France et les troupes prussiennes avancent jusqu'à Paris. Le 18 janvier 1871, suite à une capitulation, c'est à Versailles que l'on proclame l'Empire d'Allemagne, en la présence d'Otto von Bismarck et en présence de Guillaume Ier qui est proclamé empereur d'Allemagne. Ce qui fait que l'on subit une véritable humiliation. Et dans le traité de paix, la France est obligée de céder l'Alsace et la Moselle, un département nord de la Lorraine, à l'Allemagne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur les débuts de la Troisième République. Si vous avez suivi cette vidéo dans l'ordre et en étalant dans le temps, vous verrez que nous sommes déjà aux 2/3 du programme d'histoire pour le programme de première. Donc, n'hésitez pas à revoir les vidéos que je vous ai déjà présentées et n'hésitez pas à donner un pouce bleu si cela vous a plu et à vous abonner si vous voulez suivre de prochaines vidéos. D'ici là, bonne révision et à très bientôt.